Bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre de compiler toutes les connaissances acquises lors de votre travail dans la seigneurie de Huismes. C'est parti! En premier lieu, il est bon de rappeler que la société médiévale est composée de femmes et d'hommes répartis en groupes sociaux très hiérarchisés, les seigneurs d'un côté et les paysans de l'autre. 9 personnes sur 10 sont des paysans et les campagnes occupent la majorité des espaces. Les villes se développent, mais je laisse cela de côté car ce sera l'objet d'un jeu de pistes et d'énigmes en vrai, en grandeur nature, dans la séquence suivante et en classe. Durant votre travail en distanciel, vous avez réalisé l'étude de cas sur la seigneurie de Huismes. Cela vous a permis de mener une enquête, certes, mais l'objectif premier pour moi, c'était évidemment de vous faire naviguer dans les espaces d'une seigneurie, de rencontrer les habitants, que vous soyez plus à même de comprendre comment se déroulait la vie au Moyen-Âge dans une seigneurie, en France en l'occurrence. Voici une reconstitution d'une seigneurie, mais telle que l'on peut la trouver dans les manuels scolaires ou encore sur les sites de cours en ligne. Ce n'est pas très intéressant en fait d'avoir cette vision-là des seigneuries médiévales. Alors, pourquoi cela ne me convient pas? Tout simplement parce que ce modèle, ou le suivant, eh bien, c'est souvent comme ça qu'on a enseigné, avec ces images d'Épinal ou ce type de reconstitution, ce à quoi pouvait ressembler la vie dans une seigneurie au Moyen-Âge. Alors évidemment, c'était pratique parce que ça servait de modèle type pour montrer un village bien organisé autour du château. Celui-ci étant toujours évidemment central dans la seigneurie. On peut cependant remarquer et définir par là même qu'une seigneurie est bien un ensemble de maisons rassemblées autour d'un château. Mais attention, dans toutes les seigneuries, contrairement à ce que l'on croit trop souvent, le château n'est pas nécessairement au centre du village. Il peut être sur un promontoire rocheux ou construit en hauteur, de manière volontaire. Tout dépend de la topographie des lieux. Si on va faire un petit tour, par exemple, du côté de la forêt de Saint-Sever, donc on n'est pas très loin de Vire, on est à 40-50 km d'Isigny-le-Puy, eh bien on peut aller voir ce qui reste de l'ancienne motte castrale de ce château médiéval. Alors une motte castrale, ça veut dire qu'on avait construit de toutes pièces, de manière volontaire, eh bien un petit promontoire terreux, de façon à y poser une tour de guet. Donc une tour de guet, à l'origine, c'est en bois, donc ça permet de surveiller bien la forêt domaniale, là, en l'occurrence, et puis ce qui allait donner ensuite la seigneurie. Et puis progressivement dans le temps, de tours de guet en bois, on est passé à des châteaux donc fortifiés. Revenons à notre seigneurie de Visme. Bien sûr, la vie de la communauté villageoise s'organise autour du château. Il s'agit en premier lieu du, évidemment, lieu d'habitation du seigneur et de sa famille. Quand on le voit sur la photo du célèbre château de Castelnau, qui est en Dordogne aujourd'hui, et qui d'ailleurs abrite le musée de la guerre au Moyen-Âge, eh bien, ces châteaux sont fortifiés, d'où le nom de château fort. L'objectif, c'est de se défendre contre l'attaque de seigneurs rivaux. Le château a donc une fonction militaire. Il permet aussi d'assurer la protection de tous, les paysans n'ayant pas le droit d'avoir des armes. En revanche, si la seigneurie est attaquée, les paysans peuvent aller trouver refuge à l'intérieur du château, enfin, surtout dans la basse-cour. En échange de cette protection militaire, les paysans doivent payer un impôt, qu'on appelle la taille. De plus, ils doivent participer au travail d'entretien du château et de ses fossés. Le seigneur a également un pouvoir de commandement et de justice. C'est lui, dans la grande salle du château, qui juge crimes et délits.
Les sentences peuvent être payées par des amendes, mais aussi, eh bien, on peut être exposé au pilori devant tous les autres paysans, ce qui d'ailleurs servirait de leçon à ceux qui voudraient commettre le même genre de forfait. Et puis pour les crimes les plus odieux, comme par exemple celui que l'on peut réserver aux coupables que vous avez trouvé dans la seigneurie de Vise, mais qui aurait tué donc le seigneur, le fils du seigneur, eh bien il serait pendu au gibet. On en a un qui est présenté sur la seigneurie de Visme. Donc les condamnés à la pendaison, c'est ceux qui commettent les crimes les plus graves. Encore une fois, aux yeux des autres, hein, pour évidemment passer l'envie. Et puis c'est un crime qui est puni par la justice seigneurale, mais on retrouvera ça aussi hein, quand on travaillera sur l'Église, puni bien sûr par la justice de l'Église et donc la justice divine. La seigneurie est un espace avant tout agricole, hein, on a dit 9 personnes sur 10 vivent du travail agricole, et donc c'est là que s'organise le travail paysan. Toutes les terres appartiennent au seigneur, mais hein, quand on reprend le plan de la seigneurie de Visme, on voit qu'on a bien des terres à entourer des familles, des maisons des familles des paysans, pardon. Ça s'appelle des tenures. En fait, chaque terre est confiée par le seigneur à une famille qui la tient, c'est-à-dire qu'en fait, il l'entretient. Et en fait, en échange, les paysans doivent au seigneur des redevances en argent ou en nature. Le seigneur peut ainsi, grâce à cet argent récupéré ou à ses récoltes récupérées, nourrir lui-même, sa famille, ses chevaliers, mais également payer les équipements militaires de ces derniers. Donc évidemment, encore une fois, hein, les tenures, c'est un moyen de récupérer de l'argent. Alors les chevaliers, leur équipement coûte très très cher, hein. Plus on avance dans le Moyen-Âge, plus l'équipement est très imposant, très lourd d'ailleurs, et très coûteux. Bon, évidemment, celui que je mets à tournoyer devant vous, il est un petit peu suréquipé quand même. Les paysans travaillent hein, également donc sur la réserve. Ils y travaillent gratuitement puisqu'il s'agit en fait des terres hein, qui appartiennent au seigneur et uniquement à lui. Et en fait, il en tire, lui, de cette réserve, eh bien, évidemment, de ses propres récoltes. Alors, les paysans qui travaillent gratuitement, en fait, ça fait partie des corvées hein, qu'ils doivent au seigneur. Et tout ce qui est produit sur ces terres appartient au seigneur et à sa famille. Donc, les réserves, hein, on les voit ici. Et on voit hein, à l'image ici, hein, une image du Moyen-Âge où on voit des paysans soumis à la corvée sur la réserve et avec un paysan qui, lui, a pour mission de surveiller les autres, de les mettre au travail et puis bon, évidemment de vérifier qu'ils ne vont pas en profiter pour peut-être voler ou quoi que ce soit d'autre à commettre sur la réserve. Alors, contrairement encore une fois à ce que l'on voit ici, la réserve n'est pas nécessairement à côté du château. Le seigneur se réserve les meilleures terres, il n'est pas bête, hein, et comme c'est pas lui qui va aller travailler dessus, bah, peu importe où elle se situe, il peut très bien aller n'importe où en fait, hein. Si ce sont les terres les plus fertiles, il se les garde. Alors, il y a des éléments présents dans la seigneurie qui sont indispensables à la vie des paysans. Mais encore une fois, ça ne leur appartient pas. Il s'agit par exemple du moulin, hein. Sur le plan de la seigneurie de Visme, on le voyait, ce moulin clairement dessiné. Alors évidemment, c'est indispensable le moulin puisque les paysans vont récolter donc du blé, il va falloir le moudre ce blé pour en faire de la farine et ensuite produire un pain qui va être chauffé au four, un four qui appartient encore une fois aux équipements techniques installés par le seigneur. Donc comme c'est lui qui l'a installé, ça lui appartient. Le meunier ou le boulanger vont récupérer de l'argent parce qu'en fait les paysans vont être obligés de payer hein, l'utilisation de tout cet équipement. Et en échange, eh bien, le meunier, le boulanger vont reverser l'argent au seigneur hein, parce que ces paysans ils doivent payer les banalités, c'est-à-dire ce droit du seigneur de contraindre tous les habitants à utiliser eh bien, l'équipement que lui-même a installé. Alors c'est un peu sournois parce qu'au final ils n'ont pas tellement le choix vu que l'alimentation de base hein, c'est surtout des légumineux, les quelques légumes hein, qu'ils vont pouvoir récolter.
et surtout du pain. Donc sans pain et sans moulin et sans four, évidemment ça va être un peu plus compliqué. Enfin le bois. Eh bien oui, c'est très important parce que ça abrite des animaux sauvages qu'il faut chasser, alors soit pour se nourrir, soit pour les éliminer, parce que c'est considéré comme des dangers pour le village. Mais la chasse, c'est une prérogative de la noblesse. Bah oui, parce que seuls le seigneur et les chevaliers peuvent s'y adonner et ont le droit d'être armés. Les paysans, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont que leur outil de travail. Donc voilà, ce sont les seuls à posséder donc l'équipement militaire, le droit donc de se chasser, c'est une prérogative de la noblesse, c'est aussi les seuls qui ont le droit de monter à cheval. Donc bien sûr, hein, ce sont les seuls qui ont le droit d'y aller. Dans ces bois communaux, hein, on va de plus en plus les appeler comme ça au fur et à mesure du Moyen Âge. Sur l'image qui vient d'apparaître, donc sur cette image donc, qui est tirée du livre des très riches heures du duc de Berry, donc qui est un très important ouvrage, hein, manuscrit et illustré donc du Moyen-Âge, on voit donc sur celle-ci des paysans quand même. Mais ils sont à pied, puisqu'ils n'ont évidemment pas le droit de monter à cheval. Mais il s'agit d'un service qui est rendu aux seigneurs par les paysans libres qui doivent ramasser le gibier, ou bien par ceux qu'on appelle les serfs, c'est-à-dire ceux qui ont perdu leur liberté, sous la protection toujours du seigneur, mais en fait ils sont tellement pauvres qu'ils ont offert leur liberté aux seigneurs. C'est pour ça qu'on dit les serfs, parce qu'ils sont soumis à la servitude. Alors juste pour vous montrer quand même, hein, ça c'est le type d'illustration que l'on voyait sur ce livre des très riches heures du duc de Berry. Donc c'est un document extrêmement célèbre du Moyen Âge. Donc on voit les paysans à la moisson, on y voit la labour, la charrue, c'est très important puisqu'évidemment ça fait partie des équipements qui s'améliorent au fur et à mesure du Moyen Âge, ce qui va permettre d'ailleurs une amélioration des conditions de travail bien sûr, mais surtout d'augmentation de rendement, donc on va mieux se nourrir, donc la population va aussi augmenter, avoir besoin de nouvelles terres. Alors, je reviens un petit peu vers les bois, parce qu'en fait, si les paysans ils chassaient ou ils coupaient du bois, alors qu'ils n'y ont pas le droit, eh bien ils seraient sévèrement punis, ils seraient condamnés, puisque pour chasser il faut s'armer, donc soit ils s'arment avec des armes qu'ils auraient volées, soit ils vont s'armer de leur propre outil de travail. Bah oui, ils peuvent le transformer en arme aussi, hein, pourquoi pas. Alors, si l'on conclut sur cette première partie de notre chapitre, hein, pour comprendre comment fonctionne une seigneurie, eh bien on peut dire que le territoire et le pouvoir appartiennent aux seigneurs. Ces deux dimensions permettent aux seigneurs de vivre du travail des paysans. De leur travail, le seigneur tire aussi des revenus qui financent ensuite les travaux du château et l'équipement des chevaliers. Le seigneur détient bien tous les pouvoirs, commander, juger. Et c'est ainsi, évidemment, que la chevalerie, la noblesse, que cette pyramide vassalique, cette féodalité se met en place, en fait. La base, c'est la seigneurie. Après, bien sûr, la plus grande des seigneuries, ça va être le royaume. Alors, pas forcément en termes de... C'est donc le travail des paysans qui permet aux seigneurs de vivre comme un seigneur. De leur côté, les paysans peuvent constater que leur dur labeur dans les champs garantit surtout l'enrichissement du seigneur. Dans certaines régions, les paysans sont révoltés, comme lors des célèbres jacqueries de 1358. Mais en fait, c'est très rare, parce qu'on a peur de la justice seigneuriale. Se rajoute à celle-ci, eh bien, celle de l'Église et du jugement dernier, mais ça, c'est une autre histoire.